au débit, mais c'est pas encore non plus... c'est pas la fibre. Le revers de la médaille, un podcast du média d'investigation Disclose. Donc on est 3 mamans. Coucou les filles, maintenant l'info circule, même si on ne la voit pas sur les réseaux sociaux. Épisode 2, les mères mènent l'enquête. Sylvie, Magali et Émilie, 3 mères de famille, accusent un professeur de gymnastique d'avoir agressé sexuellement leur fille mineure. Près de Montauban, la gendarmerie a pris leur plainte en février 2018. Mais depuis, l'instruction stagne. Face aux lenteurs de la justice, elle décide d'enquêter et en quelques semaines, elle recense 8 victimes potentielles. Gilles, l'éducateur sportif, reste présumé innocent jusqu'à ce que l'affaire soit jugée. Je suis Magali, je suis maman d'une des victimes et je suis infographiste. Donc on est dans un milieu rural, on est à la campagne. Du coup, à chaque fois qu'il se passait quelque chose, plutôt que de se téléphoner, on se faisait des petits mots sur Messenger. Il y a des kilomètres et des kilomètres, mais on n'était pas au téléphone, comme ça nos enfants n'étaient pas en panique non plus de nous entendre toujours au téléphone parler de l'histoire. Donc ça, c'est pendant qu'on commençait à faire les recherches dans les villages aux alentours. Émilie qui note, bonjour, je viens d'avoir Madame le maire. Elle n'a pas encore contacté tous les parents. Elle veut encore de la discrétion. Voilà, discrétion pour l'enquête et pour les filles. Vous habitez à 2 km de chez Sylvie. Alors, Sylvie est aussi une autre maman de victime. C'est elle, en fait, qui a été l'élément déclencheur. Et elle m'a dit donc que sa fille se plaignait de son prof de gym et qu'elle lui avait dit donc qu'il la touchait au niveau du ventre, de la poitrine, du dos. Et sur le coup, j'ai vraiment eu du mal à le croire, en fait, parce que ce monsieur, j'étais loin d'imaginer tout ça. Car moi, je le connaissais peut-être un peu plus, parce que même moi, je l'avais eu en tant que prof de gym. Donc, première vague d'émotions passée, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait ? Alors là, ça a fusé dans nos têtes, en fait. On s'est dit, est-ce que on essaye d'y aller, parce que c'était le lundi, on savait que le mardi soir, en fait, nos enfants avaient un nouveau cours avec lui. Du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on rentre dans le cours de sport comme ça pour essayer de le prendre sur le fait ? Est-ce qu'on peut essayer de mettre même une caméra ? Est-ce qu'on alerte les gendarmes ? Est-ce qu'on en parle à la mairie ? Enfin, on a tout imaginé. Donc, le soir, après l'école, on a fait tout comme d'habitude. Les filles sont allées à la danse. Et au retour de la danse, en fait, j'ai ma fille qui est seule avec moi dans la voiture et je lui dis, écoute... il faut que je te pose une question, il faut que tu me répondes vraiment sincèrement. Est-ce qu'il se passe quelque chose de bizarre dans le cours de gym ? Et elle me dit, écoute maman, non, il n'y a rien de bizarre. Et je dis, mais parce que la fille de Sylvie lui a dit qu'en fait, il lui touchait le ventre et au niveau de la poitrine. Est-ce que toi, il t'a déjà fait ça ? Et là, elle me répond, oui maman, comme tout le monde. Là, il se passe quelque chose de très grave, il a fait quelque chose de très grave, parce que nous, ce qui s'est passé, c'est que dans notre village, il était isolé dans la salle des fêtes avec les enfants, et seul avec les enfants. Donc, du coup, c'était les conditions idéales pour lui, quoi, en fait, tout simplement. Donc, moi, j'ai eu après la gendarmerie au téléphone le lendemain matin, la gendarme qui s'occupait de notre affaire m'a demandé si je pouvais passer. Et moi, je suis allée faire une déposition le lendemain matin. Comment la mairie a réagi ? Comment elle a fait pour faire partir cet enseignant de sport ? Oui, Madame la maire a appelé ce professeur de sport pour lui dire de ne pas venir, puisqu'il s'était passé quelque chose dans la salle des fêtes qui faisait que la salle était impraticable en fait pour le sport, et que du coup, le cours du mardi soir sera annulé, et voire après le temps de faire les travaux. C'est passé comme ça et je pense que du coup, ça n'a pas éveillé ses soupçons à lui, quoi. Est-ce que vous avez eu des pressions ? Des pressions, oui, moi j'ai plus ressenti la pression quand on nous demandait vraiment de ne pas parler et de rester vraiment discrète. Je sais qu'au niveau de la mairie, on nous a demandé, du coup, lors d'une réunion où on était tous les parents justement de ce cours-là, de ce cours de sport, où on nous a demandé, du coup, par rapport à l'enquête de la gendarmerie, qu'il ne fallait pas parler aux médias, qu'il fallait rester très discret sur l'enquête, sur l'affaire pour ne pas fausser l'enquête. Et voilà, et aujourd'hui, c'est vraiment la chose que je regrette le plus, en fait, c'est ça, quoi. C'est que si on avait parlé,
je pense que tout serait allé beaucoup plus vite. Hein. Je pense qu'on aurait retrouvé des témoins et on aurait eu beaucoup plus de témoignages de suite, quoi. Et on n'aurait pas passé des mois et des mois sans que rien ne se passe dans notre dossier, en fait. Sur la table de votre cuisine, il y a un dossier rouge. Enfin, là, pour l'instant, je le sors aujourd'hui, mais sinon, je le cache un petit peu par rapport à ma fille pour justement pas lui remettre sans cesse cette idée en tête, quoi. Voilà, donc ça, c'est justement les recherches que j'ai effectuées, donc moi, personnellement, dans les villages à côté. Et à ce moment-là, vous réalisez qu'il aurait agi dans d'autres villages aux alentours ? Oui, dans d'autres villages aux alentours, et notre ville, notre village, et des années bien auparavant de notre affaire. Ce sont plutôt les textes qu'on s'est envoyés justement avec les autres mamans de victimes pour voir exactement où on en était. Et dessus, on liste le nombre de victimes, qui se porte partie civile. Votre fille, elle a quel âge aujourd'hui ? Aujourd'hui, ma fille a 10 ans. Au moment des faits, elle avait 8 ans. Alors, nous, ça s'est transformé en un gros problème de sommeil, mais elle pouvait plus dormir. Et quand elle dormait, elle se réveillait, mais des fois toutes les demi-heures, en hurlant. En fait, elle faisait des cauchemars constamment. En hurlant et en me disant, il va venir me chercher. Maman, j'en rêve, il est là, je le sens et tout. Il veut venir me chercher parce que j'ai parlé. J'ai essayé de la prendre avec moi certaines nuits, justement. Je suis désolée, j'ai l'émotion qui monte un peu. J'ai essayé de la prendre avec moi certaines nuits, en fait, et j'arrivais pas à la calmer. Je la voyais, elle était tout le temps en train de gesticuler, de se réveiller constamment, quoi. Nous, on nous a dit qu'il était très loin, qu'il était parti dans le nord de la France, et qu'on ne risquait pas de le croiser. Et en fait, nous, on a bâti tout ça là-dessus, en fait, pour essayer de l'apaiser et pour essayer de la tranquilliser un peu. Vous pensiez qu'il ne viendrait plus dans le département du Tarn-et-Garonne, puisqu'il était sous contrôle judiciaire ? Exactement. On pensait réellement qu'il ne pouvait plus venir ici. Et c'est, je vais dire un petit peu par hasard, qu'on a appris qu'en fait, il pouvait revenir voir ses enfants et sa famille les week-ends, donc sur Moissac, lieu en fait où je travaille moi tous les jours, où on va faire les courses avec nos enfants, voilà. J'ai l'impression d'une énorme injustice, que les choses ne sont pas faites correctement. Dans le sens où on n'a pas on n'a pas eu de réponse positive, en tout cas par rapport à nos enfants qui ont été victimes, par rapport à cet assouplissement, quoi. J'étais hors de moi quand j'ai su ça, parce que justement, par exemple, donc nous on a réussi à apaiser notre fille en lui expliquant que justement elle ne le verrait plus, que c'était bon, c'était passé, que de toute façon il n'avait plus le droit de les approcher ni rien. Et je voulais pas dire à ma fille justement qu'on pouvait le croiser au départ, parce que je me suis dit, si je lui dis ça, en fait, ça va tout remettre, on va repartir à zéro. Du coup, moi, j'ai fait un courrier en expliquant, que depuis des mois, on faisait face à un problème nous, de sommeil, que ma fille était en panique totale. J'ai fait ce courrier qui est passé par la gendarmerie, si je me souviens bien, et qui normalement est arrivé à la juge d'instruction. Pour moi, en fait, on privilégiait l'agresseur plutôt que les victimes. Pour moi, c'est incompréhensible. Si vous voulez, je peux vous le lire, le courrier même. Donc, c'était le 28 juin 2018. Je suis parent de victime et je ne vous cache pas ma stupeur et mon incompréhension lorsque j'ai appris que la décision prise en février a été révisée. Donc le 15 février 2018, suite à l'aveu des attouchements de cet éducateur sportif sur ma fille et d'autres enfants, le gendarme en charge de l'affaire m'a assuré que ce pédophile ne pourrait plus pénétrer dans le Tarn-et-Garonne. J'apprends aujourd'hui par hasard qu'il est autorisé à passer ses week-ends à Moissac, à moins de 10 km de chez nous. Cette décision est incompréhensible. Cela signifie que je risque désormais de croiser l'agresseur de mon enfant. De plus, je n'ai pas été avertie directement de la révision de cette décision. Je pense que vous n'avez pas imaginé les conséquences de ce changement. C'était le 28 juin 2018. Oui, on est en octobre 2019. Et depuis ce temps-là ? Et depuis ce temps-là, je n'ai jamais eu de réponse à ce courrier. Et il vient toujours, tous les week-ends, voir sa famille et il peut se balader librement dans le Tarn-et-Garonne, à Moissac, à 10 km de chez nous.
Si je le croise et que je suis seule, là par contre, je sais pas du tout comment je pourrais réagir. Il y a le calme de la campagne, je suis une voisine pour eux. Ça change complètement leur rapport à l'avocat. Mon nom est Alexandra Tempels-Ruiz, je suis avocat à Durfort-la-Capelette, dans le Tarn-et-Garonne. J'ai fait le choix de m'installer en pleine campagne, contrairement à la plupart des avocats qui restent dans les villes, en l'occurrence Montauban pour le Tarn-et-Garonne, parce que je souhaite rester près des gens. Il y a actuellement une espèce de désert juridique, on va dire, puisque d'ici, les gens devraient faire minimum 30 km pour aller auprès d'avocats à Montauban. Je suis le conseil de cette petite partie civile, des petites filles d'environ 10 ans et de leurs parents, dans le cadre d'un dossier contre un professeur de gymnastique qui a exercé au sein de l'association dans le cadre de périscolaire et qui malheureusement a commis des faits d'attouchement vis-à-vis d'elle. Alors, il faut savoir que c'est un dossier qui était ouvert donc depuis le mois de février 2018. Moi, j'ai été consultée par les familles, les premières familles du moins, en janvier 2019, donc quasiment un an plus tard. Donc, on pouvait s'attendre à un dossier déjà bien fourni, et malheureusement, tel n'était pas le cas. Lorsque les plaintes ont été formulées, on s'est trouvé avec une garde à vue, effectivement, de l'auteur présumé des faits, qui a plus ou moins reconnu, mais reconnu le moins possible, mais qui a été placé en garde à vue de l'initiative de la juge d'instruction directement, éloignée du Tarn-et-Garonne. Et à partir de là, il semble qu'on n'ait pas trop bougé dans ce dossier, et puis surtout aucune recherche d'autres victimes potentielles. Grâce à l'enquête des mères de famille, l'avocate retrace le parcours de Gilles, le professeur de gymnastique. Ce monsieur, très très vite, c'est-à-dire immédiatement, pratiquement, après son arrivée dans le Tarn-et-Garonne, il a commencé déjà à commettre des faits d'attouchement vis-à-vis de petites filles à qui il donnait ses cours de gymnastique, notamment dans le cadre de périscolaire. Clairement, ce monsieur s'en prenait à des petites filles qui étaient prépubères, l'âge moyen étant 10 ans. Maintenant, il y a quelques petites filles qui ont été touchées, qui étaient plus jeunes. Dans le cadre de ses cours, dans des salles de gymnastique, des salles de fête, il les prenait contre lui dans des gestes prétendument paternels, de massage ou de chatouille, et puis commençait progressivement à leur caresser la poitrine, le ventre, et est allé jusqu'au bas-ventre chez certaines d'entre elles, et tout ça à même la peau, sous les vêtements donc. On a découvert, plus d'un an après l'ouverture de l'instruction, du matériel pédopornographique qui n'est absolument pas anodin, qui est massif et qui ne laisse donc plus aucun doute sur sa personnalité. Au fil des années, son comportement interroge. Des gestes à même la peau, sous les vêtements des petites filles. 3 alertes sont données par des familles entre 2013 et 2016, sans jamais aboutir. Eh bien, il est arrivé dans le Tarn-et-Garonne en provenance de Dieppe en juillet-août 2013. Et dès le début de la rentrée scolaire 2013-2014, immédiatement au début de la rentrée scolaire, donc début des périscolaires, donc octobre-novembre, il a fait sa première victime, une petite fille de Valence-d'Agen, dont la mère est allée se plaindre auprès de la mairie. À ce niveau-là, rien n'a été fait au niveau de la mairie pour dénoncer les faits, donc ce qui aurait quand même permis d'éviter peut-être que d'autres victimes soient touchées par la suite. À la mairie de Valence-d'Agen, c'est Christophe Séraphin qui gère la situation. Ce fonctionnaire en charge du périscolaire se souvient de l'affaire. Il n'avait pas signalé les faits à la justice à l'époque. Voici sa réponse, lue par un journaliste. Une maman est venue nous signaler que sa fille se plaignait car cet intervenant posait parfois les mains au niveau du ventre
et de la poitrine. On n'a peut-être pas mesuré la chose suffisamment. On a mis fin à son intervention par principe de précaution, mais l'activité pouvait nécessiter ce comportement-là, car des enfants faisaient des roulades ou des mouvements qui nécessitaient qu'un adulte les réceptionne. C'est difficile de dire si c'était des caresses. Quand il y a des roulades, le t-shirt peut tomber. C'était compliqué. Au niveau de la mairie, on a fait ce qu'on fait souvent dans ces cas-là, c'est-à-dire qu'on a calmé la maman et on a gentiment prié ce monsieur de cesser ses cours de gymnastique et s'en est resté là, de façon à ce qu'il n'y ait pas de scandale. En 2015, une deuxième alerte est donnée 30 km plus loin, à Casemont-Denard. Cette fois-ci, c'est l'antenne locale de la Fédération de gymnastique volontaire qui est informée. Gilles est salarié de cette fédération à l'époque. Une mère lui reproche d'avoir touché le ventre de sa fille, mais l'agresseur présumé nie les faits. La Fédération de gymnastique volontaire nous a transmis quelques éléments de réponse. Comme elle était sur 2 versions différentes, la responsable a organisé une confrontation. Il a été question de parler du contact peau à peau avec les enfants pendant cette réunion. Mais rien n'est sorti. La responsable a rappelé les règles. On ne touche pas les enfants dans les cours. L'enfant n'est plus venu. La maman n'a donné aucune suite. Il n'y a pas eu de plainte. Une fois encore, l'alerte reste sans réponse. Personne ne signale les faits à la justice. Jamais dénoncé, l'éducateur sportif continue d'écumer la région jusqu'à ce que la police se penche sur son cas. On sait qu'en 2015, il a à nouveau commis des faits, cette fois-ci à Castel-Sarrazin, vis-à-vis d'une autre petite fille qui, elle, est allée plus loin, puisque la première n'avait dénoncé les faits qu'auprès de la mairie. Et à la mairie, on lui avait déconseillé de porter plainte. Là, la deuxième victime, donc en 2015, est allée dénoncer les faits au commissariat de police de Castel-Sarrazin. Ces faits de Castel-Sarrazin se déroulaient effectivement dans une salle de sport. Et elle a été envoyée chez un pédopsychiatre qui devait établir la crédibilité de ses dires. La pédopsychiatre a confirmé que ses dires étaient parfaitement crédibles. Et malgré ça, l'affaire a été classée sans suite quelques jours plus tard. Donc on était en 2016. Cette petite fille aujourd'hui fait partie des parties civiles et cette fois-ci, au moins, elle a la chance d'être entendue et d'être crue. Est-ce qu'on peut dire dans cette affaire, dans les villages où cet éducateur de gym est intervenu, que les alertes ont été ignorées ? Ah ben complètement. C'est ça qui est à la fois particulièrement frustrant et blessant dans ce dossier et qui malheureusement, je crois, est très très symptomatique de la manière dont ces affaires sont traitées au quotidien. Des dysfonctionnements, il y en a bien entendu eu pléthore, à commencer évidemment par les personnes qui auraient dû dénoncer les faits. C'est sûr que je me suis trouvée face à des mamans extrêmement blessées. Ces mamans, je les ai trouvées extrêmement courageuses, volontaires et avec une rage intacte. Ce qui est frappant dans ce dossier, c'est que les mères de famille, Sylvie, Magali et Émilie, ont mené leur propre enquête. Oui, eh bien, elles ont été un petit peu contraintes de faire leur propre enquête, vu que personne ne voulait prendre en considération leur existence. Finalement, je n'ai fait, moi, que retranscrire le résultat de leur travail d'investigation. On a un petit peu mâché le travail de la justice. Voilà, on s'est changé beaucoup de mails l'année dernière quand on était dans cette période d'enquête. Sylvie, elle avait écrit « Nous sommes une équipe de choc ». Je lui ai mis un petit smiley « Bravo, on avance, bisous, bon week-end ». Donc, je m'appelle Émilie, j'habite à Montesquieu, Sainte-Thècle, j'ai 41 ans. Ma dernière a 8 ans et demi. Au moment des faits, elle avait quel âge ? Elle avait 6 ans et demi. Donc on est au milieu des vignes, des bois, de la forêt. On est chez moi, à Montesquieu, un petit village dans le Tarn-et-Garonne, à une dizaine de kilomètres de Moissac. Au milieu des bois, les vignes à côté. On vit simplement. Il y a 5 enfants à la maison, donc
Et toute cette tranquillité a été bouleversée le jour où des petites filles à l'école ont parlé. On parlait du professeur de gym. C'est ça. Oui, tout a été bouleversé ce jour-là parce qu'en fait, c'est l'innocence de notre fille, en fait. On rencontre quelqu'un, on se marie, on a des enfants, on déménage, on construit sa maison, on avance, on a des vies super, quoi. Et puis du jour au lendemain, il y a quelque chose comme ça qui arrive et ça s'effondre, en fait. Et c'est vraiment ça, parce que l'innocence de notre petite fille, on se dit que voilà, c'est pas normal qu'elle ait eu à vivre ça, c'est pas normal que nous on ait à vivre ça, c'est pas normal que d'autres petites filles. En fait, ça bouleverse tout. Alors on avance, on se dit que voilà, ça va aller, on veut pas se pourrir la vie avec ça, et donc puis bon. Mais ça reste là quand même. Émilie, comme Magali et Sylvie, en fait, vous avez tout un dossier sur cette affaire, sur vos recherches. Là, c'est une grande pochette bleue posée sur la table. Enfin, voilà, on a tout un tas de dossiers, nos enquêtes, nos échanges. Quand vous vous rendez compte qu'il n'y a pas que votre fille, ni celle de Sylvie, ni celle de Magali, mais qu'il y en a plusieurs autres, que ressentez-vous à ce moment-là ? De la haine, je ressens de la haine et de la colère, de la haine, et je me dis qu'il y a autre chose, c'est pas possible, il faut gratter, il faut remonter. Voilà, on sait qu'il est arrivé dans la région, je crois en 2013. Fouiller, on va gratter, j'ai passé pas mal de temps sur l'ordinateur pour essayer de retracer son parcours. Après, il n'y a pas tout sur Internet. On avançait en discrétion parce qu'on nous disait qu'il fallait pas trop en parler, et en même temps... il fallait bien gratter, il fallait bien chercher. Donc, et bon, là, du coup, on a retrouvé un peu d'énergie. Et puis on a envie de tout dire, on a envie que ça se sache. Voilà. Ça a cassé quelque chose, en fait. Voilà, ça a cassé quelque chose. Alors on continue, on avance, mais ça a cassé quelque chose. Depuis 2 ans, vous êtes plongée dans une procédure judiciaire. Je connaissais pas du tout et je pensais pas que ça allait être si long. Je pensais pas que cette procédure et l'enquête et les dysfonctionnements, parce qu'il faut dire je trouve qu'il y a eu quand même beaucoup de dysfonctionnements, parce que on n'a pas été entendu tout de suite, parce que on a l'impression qu'il fallait rien dire, c'était un peu tout caché. Alors après, comme tout le monde, on regarde la télévision, donc les auditions, les procédures, voilà, à part dans les films policiers ou des choses comme ça. Non, je connaissais pas et je pensais pas que ça prendrait autant de temps. Je pensais pas que... Ouais, non, je m'attendais pas à tout ça. On voudrait que ça s'arrête et arrêter d'avoir tout ça tout le temps dans la tête et qu'il y ait un procès et que ça s'arrête en fait. Le revers de la médaille, un podcast du média d'investigation Disclose avec les journalistes Daphné Gastaldi et Mathieu Martinière, réalisé par Solène Moulin. Épisode 3 à suivre.